Mary Brown est une jeune fille de 12 ans qui va malheureusement disparaître subitement alors qu'elle revenait du cirque de sa ville. Bien qu'elle fût accompagnée par une voisine, elle va sembler disparaître sur les quelques mètres qui la séparaient de sa maison. Le lendemain, les voisins feront alors une horrible découverte. Pour tout savoir sur la triste et mystérieuse histoire de Mary Brown, lançons-nous maintenant dans la vidéo. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve avec une histoire qui est assez ancienne. Elle se passe dans les années 1900, donc vraiment au début du siècle dernier. Mais voilà, cette histoire reste très intéressante et j'avais aujourd'hui envie de vous en parler. Avant de commencer la vidéo, comme d'habitude, je vous rappelle de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. N'oubliez pas qu'il reste encore 2 vidéos avant la fin de ce mois d'avril, de ce marathon du mois d'avril. Et maintenant que tout ça est dit, lançons-nous dans la vidéo. Alta Mary Brown est née le 18 janvier 1905 aux États-Unis dans la ville de Colorado Springs dans l'État du Colorado. Ses parents sont Chris et Lena Davis Brown et pour vous parler un petit peu plus d'eux, Chris, donc le papa, était en fait né en Allemagne et était arrivé aux États-Unis en 1885. Assez rapidement, Chris avait alors fait la connaissance d'une femme, Lena, avec qui il s'était marié et rapidement ils vont avoir une petite fille qui était donc Mary Brown. La famille avait alors emménagé dans un autre état, celui de l'Ohio, dans la ville de Akron. Malheureusement, en 1908, alors que Mary n'était âgée que de 3 ans, Lena, sa maman, va subitement décéder. Après ça, 2 ans plus tard, le 7 décembre 1910, Chris a épousé une nouvelle femme, Martha Bauklund. Ensemble, ils ont alors tous déménagé et ils se sont installés dans la ville de Le Mars, qui se trouve dans l'état de l'Iowa. Par la suite, en 1914, Chris et sa nouvelle femme Martha vont avoir un enfant ensemble qu'ils vont appeler Verna Margaret Brown. Mary a alors grandi en vivant beaucoup de changements. Elle avait perdu sa maman, déménagé, accueilli une nouvelle femme dans sa vie, puis un nouvel enfant était arrivé et elle avait dû endosser le rôle de grande sœur. Mais malheureusement, elle va connaître un nouveau drame dans sa vie lorsqu'en 1916, alors qu'elle n'était âgée que de 10 ans, Martha, donc sa belle-mère, va développer une paralysie. Suite à ça, Mary était devenue, donc du haut de ses 10 ans, la femme valide la plus âgée de la maison. Alors elle a dû à elle seule s'occuper de toutes les tâches ménagères, mais aussi elle a tout simplement dû élever sa petite sœur Margaret. Mais plongeons-nous à présent dans l'été 1917. Pour cet été-là, la ville de Le Mars accueillait un cirque et Mary avait vraiment très envie d'y assister. Alors je vous rappelle au cas où qu'à l'époque, un cirque ça ressemblait plus à une foire, c'était très grand, il y avait plusieurs stands, c'était pas vraiment comme on imagine un cirque aujourd'hui, c'était vraiment très différent. En tout cas, Mary qui voulait vraiment y aller, on avait parlé à son papa qui avait accepté qu'elle s'y rende seule car elle était assez grande du haut de ses 12 ans. Il lui avait également donné un peu d'argent pour faire un tour de manège et sa belle-mère Martha lui avait aussi donné un petit peu d'argent pour qu'elle puisse acheter un petit souvenir à l'un des stands. Par contre, son père va la prévenir, elle devait revenir directement après avoir été au cirque et ne faire aucun détour. Le vendredi 24 août 1917 était alors le jour où Mary devait se rendre à ce cirque. Vers 19h30, elle a alors quitté sa maison qui se situait sur la route Cedar Street entre la 4e et la 5e rue. Dans un premier temps, Mary s'est rendue chez ses grands-parents qui habitaient dans l'ouest de la ville, pas très loin de chez elle, mais surtout pas très loin du cirque. Vraiment, ses grands-parents habitaient une rue et le cirque se trouvait la rue d'après, donc clairement, elle en profitait pour aller passer un petit peu de temps avec son grand-père et sa grand-mère. Elle a alors passé quelques minutes chez eux, juste histoire de dire bonjour, et puis elle est vite repartie. Elle a alors parcouru la courte distance pour se rendre à l'intersection des rues Main Street et 7th Street, et elle est ensuite rentrée dans l'enceinte du cirque Yankee Robinson. Alors, selon plusieurs témoins, Mary a été
aperçu dans le cirque en train de s'acheter des bas blancs et puis d'autres personnes l'ont aussi vu faire un tour de manège. Par la suite, après une bonne heure, Marie aurait quitté le cirque et se serait rendue à la boulangerie de Vienne pour s'acheter un sac de bonbons qui lui aurait coûté 5 centimes. Après ça, comme elle l'avait promis à son papa, Marie a fait demi-tour pour retourner jusqu'à son domicile. Mais voilà, sur la route, elle va croiser une certaine Madame Adney, qui était en fait une voisine de la rue, qui habitait elle aussi sur la rue Cedar Street. Justement, Madame Adney rentrait elle aussi jusque chez elle, alors Marie et elle ont fait une partie du chemin ensemble jusqu'à leur rue et là, elles ont fini par se séparer vers 21h30. Il ne restait pas énormément de chemin à parcourir pour Marie qui habitait simplement un petit peu plus loin dans la rue. Elle a alors quitté Madame Adney et elle lui a assuré qu'elle n'avait pas peur de faire le reste du chemin toute seule. Alors ce soir-là, en parallèle, il faut savoir que Chris, le père de Marie, n'était pas à la maison. Il est en fait rentré à 23h et lorsqu'il est rentré, il s'est simplement dit que Marie était sans doute elle aussi rentrée, qu'elle devait déjà dormir depuis quelques temps et donc il n'est pas passé par la chambre pour s'assurer qu'elle était bel et bien là et il a tout simplement été dormir directement. Mais voilà, le lendemain matin, donc le samedi 25 août, Chris s'est réveillé et a appelé Marie pour qu'elle vienne prendre le petit déjeuner avec lui. Mais là, bizarrement, Marie n'a pas répondu. Chris est alors allé dans la chambre de sa fille et là, il a découvert qu'elle n'était tout simplement pas dans sa chambre. D'ailleurs, son lit n'était même pas défait, ce qui montrait qu'elle n'avait pas passé la nuit à l'intérieur de la maison. Chris va alors commencer à paniquer et il va appeler les grands-parents de Marie. Mais voilà, eux non plus n'avaient pas spécialement de nouvelles de Marie, donc ils diront qu'ils n'en savaient pas plus. Chris va alors appeler les parents des amis de Marie au cas où elle aurait croisé une amie au cirque et qu'elle aurait décidé d'aller dormir chez elle, mais malheureusement, aucun parent de ses amis n'avait vu Marie récemment. Mais voilà, de nouveau, en parallèle, vers 11h du matin, une certaine Madame Baker, qui elle aussi était une voisine de la rue Cedar, va commencer à parler avec son voisin. Selon Madame Baker, ce voisin en question l'aurait informé qu'une personne inconnue gisait dans la ruelle voisine. Évidemment, Madame Baker va se rendre dans la ruelle voisine et elle va immédiatement se rendre compte qu'il s'agissait d'un enfant. Et donc là, elle va décider d'appeler les secours. Les autorités arriveront rapidement et constateront que la jeune fille étendue au sol était en fait décédée. Le père de Marie sera alors prévenu de cette découverte macabre et il arrivera alors sur les lieux du crime. Et malheureusement, c'est là qu'il va reconnaître sa petite fille qui était étendue sur le sol, le dos, les bras et les jambes allongées. La scène était tout simplement atroce. Les enquêteurs présents au moment de la découverte noteront aussi d'autres choses importantes. Déjà, ils remarqueront que des ecchymoses étaient présentes sur les bras et sur le côté du corps de Marie. De plus, à l'endroit même où le corps a été retrouvé, il y avait des marques sur le sol qui indiquaient clairement qu'il y avait eu une lutte acharnée. Les policiers noteront également plusieurs choses par rapport aux vêtements de la petite Marie. Ils verront que son agresseur avait déchiré son corset ainsi que son jupon noir et son jupon avait d'ailleurs été retrouvé enroulé autour de sa gorge avec un nœud très serré. Par contre, ils noteront que Marie portait toujours les bas blancs qu'elle avait achetés la veille dans un stand du cirque. Il y a quand même quelque chose de très important qui sera noté, c'est qu'une pièce sera découverte dans son mouchoir. En fait, c'est important dans la mesure où on se dit que si Marie a été retrouvée avec de l'argent sur elle, eh bien, ça fait dire aux enquêteurs que le motif de l'agression n'était sans doute pas le vol, mais autre chose. En tout cas, le corps de Marie sera ensuite emmené auprès d'un médecin légiste qui révélera plusieurs choses. Il dira d'abord que le visage de Marie était enflé et de couleur bleuâtre. Elle avait également des marques noires et des bleus sur la gorge et les bras et la cause de son décès sera d'ailleurs confirmée comme étant due à l'étranglement. Un peu plus tard, le médecin légiste, accompagné d'un deuxième médecin, va réaliser des examens plus approfondis et va conclure que la petite Marie avait été agressée sexuellement. C'était évidemment des circonstances aggravantes qui, en plus, avaient vraiment choqué toute la région. Le crime était tout simplement atroce et inhumain. L'enquête et une chasse à l'homme va alors commencer. Pour le moment, les enquêteurs n'avaient aucun indice réel par rapport au suspect. Par contre, lorsque Marie avait été préparée pour son enterrement, les personnes qui s'occupaient de l'habiller avaient fait la découverte d'une épingle d'homme dans l'un de ses vêtements.
Cette épingle semblait alors provenir tout droit de son agresseur qui l'aurait peut-être fait tomber dans les vêtements de Marie au moment où il l'agressait. Donc cette épingle pour homme était vraiment le premier indice matériel dont les enquêteurs pouvaient disposer. Mais bon, vous vous en doutez, cette simple épingle n'était pas une preuve suffisante pour arriver à arrêter un suspect potentiel. Les enquêteurs vont alors dans un premier temps interroger le voisin qui habitait le plus proche de la scène de crime. Il s'agissait d'un certain monsieur Tingley. Ce monsieur Tingley va alors dire aux enquêteurs que dans la nuit du 24 au 25 août, donc la nuit où Marie a été agressée, il s'est fait réveiller en pleine nuit par un bruit étrange. Il n'avait pas réagi énormément parce qu'il s'était dit que sans doute quelqu'un devait passer en bas de sa fenêtre, mais c'est vrai que c'était assez rare que des gens passent par là parce qu'il habitait vraiment à l'entrée d'une petite ruelle en cul-de-sac, donc clairement il y avait peu de gens qui passaient sous sa fenêtre. Aussi, ce monsieur Tingley va préciser qu'il habitait près d'une voie ferrée et que sur le moment il s'est dit que ça pouvait aussi être le train qui faisait ce bruit, donc voilà, il n'a pas plus que ça réagi, il s'est un petit peu réveillé mais rien de plus. Aussi, chose très importante, il va préciser que c'était un bruit qu'il n'arrivait pas à identifier. Par contre, il était sûr et certain, ce n'était pas un cri ou quoi que ce soit, c'était juste un gros bruit. Les enquêteurs vont alors analyser le trottoir qu'il y avait justement à côté de la fenêtre de monsieur Tingley. Et là, ils vont faire une découverte assez étrange. En fait, la police a retrouvé un sac de bonbons renversé. Ça suggérait donc que Marie aurait pu être attaquée à cet endroit-là pour la première fois. En fait, l'agresseur aurait pu simplement la frapper un gros coup pour l'assommer alors qu'il était derrière elle. Ça expliquerait donc ce gros bruit, ça expliquerait pourquoi Marie n'a pas crié et ça expliquerait pourquoi elle aurait renversé comme ça d'un coup son petit paquet de bonbons. Ensuite, on peut donc imaginer que l'agresseur aurait emmené Marie au fond de la petite ruelle pour l'agresser sexuellement et la tuer. Les enquêteurs vont alors émettre l'hypothèse que potentiellement, après s'être séparés de Madame Adney, donc la voisine avec qui Marie avait fait le chemin depuis la boulangerie, eh bien, un homme aurait pu commencer à la suivre. En fait, Marie aurait pu se faire repérer par son assassin qui l'aurait suivi et aurait attendu le bon moment pour l'attraper. Mais là encore, il va y avoir un nouveau témoin dans cette affaire. Un certain monsieur Elmer Pearson va se rendre au commissariat de police. Il va alors dire qu'il se trouvait dans l'enceinte du cirque la soirée où Marie s'y trouvait également. Il a alors affirmé avoir vu un homme noir de peau en train de pointer du doigt Marie qui était justement en train de faire un tour de manège. Cet homme aurait alors dit qu'il attraperait la fille avant le matin. La police va alors interroger d'autres personnes qui étaient présentes au cirque au moment des faits et ces témoins diront effectivement avoir vu Marie en présence d'hommes de couleur noire, mais pas spécialement un en particulier. En fait, il faut savoir que dans l'enceinte du cirque, il y avait énormément d'hommes noirs qui travaillaient là et donc ils s'occupaient des enfants parce que c'était leur boulot. Et donc c'est normal que Marie ait été vue accompagnée de plusieurs hommes noirs parce que c'était leur travail. Donc cet homme que monsieur Elmer Pearson aurait entendu dire qu'il attraperait Marie avant le matin, eh bien c'était difficile de l'identifier. Mais voilà, environ une semaine après les faits, le shérif du comté de Carroll a arrêté un homme noir de peau nommé Edward Nelson. Cet homme était en fait sur la liste des suspects des enquêteurs depuis le témoignage de monsieur Elmer Pearson. En fait, Edward Nelson travaillait pour le cirque au moment où Marie a été agressée et bizarrement, il avait par la suite quitté son emploi. C'était alors un des adjoints du shérif qu'il avait retrouvé près d'une rivière dans le comté de Carroll qui se situait à 2 grosses heures en voiture de la ville de Le Mars. En fait, Edward Nelson avait été surpris par l'un des adjoints du shérif à côté d'une rivière en train de laver sa salopette dans cette rivière et justement des marques rouges semblables à du sang avaient été retrouvées dessus. Edward Nelson avait alors été interrogé et il avait bel et bien reconnu qu'il travaillait avant pour le cirque où Marie s'était rendue. Par contre, il va aussi reconnaître avoir démissionné. Il dira néanmoins que ça n'avait strictement rien à voir avec ce qui était arrivé à Marie. Il dira que lui-même n'avait rien à voir avec le décès de Marie. Simplement, il avait pris la décision de démissionner et effectivement, à ce moment-là, eh bien oui, Marie était décédée.
En gros, il affirmera que c'était deux événements bien distincts et qu'il n'y avait aucun lien de cause à effet entre les deux. Donc, Edward Nelson va totalement nier être lié de près ou de loin au meurtre de Mary. Malgré tout, il sera détenu pour enquête, puis transféré dans la prison du comté de Woodbury. Il faut savoir par contre que juste après l'arrestation de Edward Nelson, le Sioux City Journal a écrit tout un article qui révélait justement l'identité de Edward Nelson. Cet article disait aussi que Edward Nelson était coupable, qu'il n'y avait aucun doute, alors qu'il spéculait complètement vu qu'il n'y avait aucune preuve vraiment contre Edward Nelson, simplement il était détenu pour enquête. Mais ce n'est pas tout, le journal affirmera aussi qu'il y avait des émeutes dans la ville de Le Mars, donc là où le crime avait eu lieu, et selon l'article, les habitants de Le Mars étaient en colère et prêts à rendre justice eux-mêmes. Clairement ici, le journal n'était pas du tout objectif. D'ailleurs, le shérif de la ville de Le Mars va totalement nier la rumeur et a même dit que Edward Nelson n'avait jamais été emmené dans leur ville et qu'il n'y avait jamais eu aucune émeute ou de personnes réclamant sa mort. D'ailleurs, quelques jours plus tard, les enquêteurs vont finir par reconnaître qu'après une analyse plus poussée de la salopette de Edward Nelson, ils avaient déterminé que si ils la lavaient dans la rivière, c'était parce qu'elle était infestée par la vermine et qu'en fait les taches rouges dessus n'étaient pas des taches de sang. Donc à part le moment où Edward Nelson avait choisi de donner sa démission, il n'y avait pas vraiment d'éléments d'enquête qui permettaient de le déclarer coupable de quoi que ce soit. Par contre, les habitants de Le Mars commençaient à s'impatienter et voulaient que le coupable soit identifié le plus rapidement possible. Les enquêteurs ont alors fini par réellement emmener Edward Nelson dans la ville de Le Mars. Ils l'ont alors confronté à Elmer Pearson, donc rappelez-vous, c'est l'homme qui avait justement été témoigné à la police avoir vu et entendu un homme noir de peau en train de dire qu'il attraperait Mary avant le matin. Quand Elmer Pearson va avoir en face de lui Edward Nelson, donc le suspect principal, il va alors dire aux enquêteurs qu'il était sûr et certain que ce n'était pas l'homme noir qu'il avait vu en train de menacer Mary. Donc au final, il semblait que Edward Nelson était totalement innocenté. Il sera donc finalement relâché et heureusement, il a pu continuer sa vie normalement. D'ailleurs, après sa libération, Chris, le papa de Mary, va se confier publiquement en disant que de son côté, il n'avait jamais cru Nelson coupable de quoi que ce soit. Par contre, Chris, donc le papa, va parler d'une autre piste qu'il avait en tête et qui pourrait peut-être aider les enquêteurs. Il expliquera alors que quelques semaines avant l'agression de sa fille, Mary lui avait dit que deux hommes étranges les avaient suivis, elle et son amie. Mary et son amie avaient alors eu très peur et lorsqu'elles avaient expliqué ça au papa de Mary, eh bien lui aussi avait eu extrêmement peur. Mais bon, au final, les jours, les semaines étaient passés et il n'y avait plus de nouvelles traces de ces deux hommes. Mary n'avait plus jamais été suivie, donc ils sont un petit peu passés à autre chose et ils n'ont plus jamais reparlé de cet incident. Mais voilà, maintenant que sa fille avait été sauvagement agressée, Chris ne pouvait pas s'empêcher de repenser à cet événement. Et il se disait alors que les deux événements pouvaient peut-être être liés. Il va alors dire que l'un des deux hommes qui avait suivi Mary et son amie auparavant pouvait peut-être être l'auteur de ce meurtre. Chris va même aller plus loin et dira même que l'agresseur, selon lui, était sans doute quelqu'un de la région, peut-être de la ville, qui connaissait très bien les environs. Mais voilà, malheureusement, les enquêteurs se sont peu intéressés aux témoignages de Chris et ont finalement mis l'enquête sur le côté. Après ça, les semaines et les mois vont passer sans que personne ne soit arrêté. Le père de Mary a pourtant essayé de se battre pour que le responsable soit arrêté, mais malheureusement, on aurait vraiment dit que les enquêteurs ont essayé d'arrêter quelqu'un, donc Edward Nelson, ça n'a pas marché, et qu'après ça, ils sont comme découragés et n'ont pas voulu aller plus loin. Alors est-ce que c'est ça, ou est-ce que quelqu'un les aurait soudoyés? Ça reste aussi une autre possibilité. En tout cas, malheureusement, les enquêteurs ont tout simplement lâché l'affaire, et au final, plus rien ne sera fait pour ce dossier. Donc aujourd'hui, la mort de Mary Brown reste irrésolue, et je doute sincèrement que cette affaire soit résolue un jour. Par la suite, il faut savoir que Martha, donc la belle-mère de Mary, est finalement décédée. Elle est décédée le 23 décembre 1917, donc à peine 4 mois après la mort de Mary. En 1920, le papa de Mary s'est alors remarié à une certaine Lucille Mary Rydett. Ensemble, ils ont alors déménagé dans la ville de Sioux City, à peine 30 minutes de la ville de Le Mars. Et d'ailleurs, ensemble, ils vont alors avoir
6 enfants. Malheureusement, 22 ans plus tard, après avoir attrapé la scarlatine, sa femme décédera ainsi que 2 de ses enfants. Finalement, Chris va finir sa vie avec une nouvelle épouse encore, une certaine Anna Swam Molden. Finalement, Chris décédera le 14 février 1950 à l'âge de 70 ans sans jamais savoir ce qui était arrivé à sa fille. Voilà, c'est comme ça que se termine cette histoire. Ça change, je trouve, de parler d'histoires plus anciennes parce qu'en fait, au final, on voit qu'il y a des choses qui ne changent pas, des histoires irrésolues où on ne comprend pas vraiment pourquoi la police n'a pas cherché plus loin. Ça arrive encore malheureusement aujourd'hui et souvent on peut se dire que peut-être des enquêteurs, des juges ont pu être soudoyés. Ça reste quand même, selon moi, une grosse possibilité. En tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette histoire. N'hésitez pas à me donner toutes vos théories. J'adore lire vos commentaires, surtout dans les histoires irrésolues, savoir ce que vous pensez de tout ça. Donc voilà, n'hésitez pas. Et sinon, si la vidéo vous a intéressé, n'hésitez pas à mettre des petits pouces en l'air, ça fait toujours plaisir, à vous abonner à la chaîne. Et moi, je vous retrouve demain pour la dernière vidéo de ce mois d'avril. Bye!